C'était Tulum, le nouveau paradis mexicain des hippies chics. Et pour en parler, Bernard Duterme, directeur du CETRI, peut-être faire un petit point sur ce qu'est le CETRI. C'est un centre de recherche, de formation sur les rapports Nord-Sud et les conséquences de la globalisation, mondialisation. Exactement. Un centre d'études sur les rapports Nord-Sud, sur les mouvements sociaux d'Asie, d'Afrique et d'Amérique latine, basé à Louvain-la-Neuve. Très bien. Alors vous connaissez bien le Mexique. Le documentaire tourne autour de Tulum. Finalement, la plupart des tours opérateurs, on va dire, si on parle de voyage, conseillent Tulum comme justement une destination qui a encore été un peu épargnée par le tourisme sur la côte des Caraïbes, à côté des voisines comme Cancún ou Playa del Carmen qui ont été ravagées un peu par le tourisme de masse. Est-ce que Tulum est sur cette voie-là aujourd'hui ? Oui, Tulum comme destination pseudo-alternative a fait son temps. Tulum aujourd'hui est vraiment sur la voie de la massification, de la standardisation du tourisme au même titre que Playa del Carmen, Cancún. Les trois localités au départ sont des villages de pêcheurs qui ont commencé à grossir de manière exponentielle à partir des années 60, 70, etc. quand l'État mexicain a décidé de développer le tourisme dans cette région. Et aujourd'hui, Tulum est un des seuls États au monde à ne pas avoir imposé de restrictions aux visiteurs. Le résultat, c'est effectivement que le Mexique est monté à la deuxième place en 2021, 7% des touristes mondiaux sont allés au Mexique. Et c'est la destination principale des touristes nord-américains, par exemple. Alors, on l'a vu dans le documentaire, les impacts de ce tourisme excessif, quelque part. Finalement, le tourisme, on va en parler de manière générale, mais au Mexique, il a des bons et des mauvais côtés. Quels sont les bons, déjà ? Oui, c'est le secteur du tourisme, l'industrie touristique crée énormément de bénéfices, mais également des coûts. Et le gros souci, c'est qu'au Mexique comme ailleurs, ces bénéfices et ces coûts sont très mal répartis. Le tourisme au Mexique apporte des devis. Plus de 50% de la population de la péninsule du Yucatan vit sous le seuil de pauvreté. La FAO, par exemple, qui est l'agence des Nations Unies qui s'occupe de l'alimentation et de l'agriculture, publie chaque année un rapport très intéressant qui nous indique qu'au Mexique, dans cette région-là, un enfant sur 3 ne mange pas à sa faim. Dans le sud du Mexique, un enfant sur 3. Et dans les régions indigènes, dans les régions mayas, la proportion est encore plus problématique. Donc, comment est-ce possible que dans une région où le tourisme est si florissant, apporte tant de richesses au pays, comment est-ce possible que les taux de pauvreté sont allés en augmentant ces dernières années et que les inégalités sociales se sont creusées? Après, le Mexique connaît une classe moyenne quand même qui s'est développée, mais si j'entends bien, ce n'est pas forcément grâce au tourisme. En partie, oui, parce qu'effectivement, certains secteurs profitent du tourisme, mais globalement, les tendances sont problématiques. Les taux de pauvreté, encore une fois, dans ces états touristiques, sont parmi les plus importants du Mexique. Plus de ça, parce que c'est vraiment très actuel. C'est un projet du président actuel, de López Obrador, le président en fonction, président de centre-gauche, qui a décidé d'investir massivement dans la construction d'un immense train Maya, 1500 km d'une boucle ferroviaire qui va traverser toute la péninsule du Yucatan, pour booster le développement, pour booster le tourisme, pour lutter contre la pauvreté, d'après le gouvernement. Le problème, c'est que le projet est très controversé. Le gouvernement dit avoir consulté les populations locales, consultation, comme l'Organisation internationale du travail le dit, consultation préalable, informée et libre. Les populations locales disent que non. Et donc il y a pas mal de contestations, pas mal de mobilisations indigènes contre le train Maya. Et actuellement, donc ça date de fin mai, le tronçon en construction entre Tulum justement et Playa del Carmen est à l'arrêt. Il est devant les tribunaux en raison de protestations d'associations environnementalistes et de mouvements indigènes, qui s'opposent donc à ce projet modernisateur qui, à leurs yeux, va créer davantage de problèmes environnementaux et sociaux que de participer à l'enrichissement, au développement du Mexique. Donc train Maya, il y a aussi un deuxième aéroport qui serait en cours de préparation. Exactement, je vous ai dit Quintana Roo, tout petit, moins de 2 millions d'habitants. Il y a un aéroport international à Cancún où se déversent quotidiennement, où débarquent quotidiennement les touristes nord-américains et européens. Il y en aura un qui devrait être inauguré en 2023 à Tulum même. Donc l'ancien petit village de pêcheurs qui aujourd'hui compte déjà plus de 50 000 habitants et qui ne cesse de croître. Un aéroport international en construction à Tulum avec comme objectif de continuer à profiter de la manne touristique, mais qui, je vous l'ai dit, est hélas très mal répartie. La concentration des bénéfices du tourisme est évidente. De 10 € qu'un touriste dépense pour passer ses vacances au Mexique,
3 à peine restent dans le Quintana Roo. Donc il n'y a pas de répartition équitable des bénéfices. L'essentiel des bénéfices sont rapatriés au siège des multinationales. Des chaînes de population de Tulum, de Playa del Carmen et de Cancún sont constituées de migrants internes pour la plupart, mais aussi de Centro-Américains qui sont là pour travailler, pour des travaux souvent précaires. La construction évidemment des hôtels, mais aussi les services touristiques dans les hôtels eux-mêmes. Et donc cette population, le documentaire en parle un petit peu, mais pas suffisamment à mes yeux, ce sont ces gens qui viennent grossir ces villes, ou plutôt les périphéries de ces villes, dont les centres sont de plus en plus gentrifiés, et l'extérieur, ce sont vraiment des bidonvilles. Ces gens, le soir, retournent dans leur cabane. La plupart vivent sans eau et sans électricité dans cette région riche pourtant, pour pouvoir donc travailler 6 jours semaine, entre 10 et 12 heures par jour, pour le très plus important dans cette région que dans le reste du Mexique par exemple. Parmi ces travailleurs du tourisme donc, qui sont isolés, loin de leur famille, et qui ont peu de temps pour eux finalement, hors de leur travail quotidien dans ces chaînes hôtelières. Et il y a évidemment un contraste énorme entre les 400 € dont on parle que gagne l'ouvrier et la nuit à 1 000 € ou le prix de la nourriture sur place, le repas qui se fait à 400 €. Le principal problème vient de là. Plus la symétrie est forte entre le visiteur et le visité, plus les problèmes plus la relation est malsaine. Le rapport, là, il est de 1 à 8, de 1 à 10. Donc pour un même travail, le touriste gagne 8 à 10 fois plus que ce que le travailleur mexicain gagne. Et donc dans un rapport comme celui-là, on est à l'abri d'aucune dérive. Quand le documentaire en parle également, mais quand 1 gramme de cocaïne ou d'ecstasy ou que sais-je, ou n'importe quelle amphétamine vaut pratiquement l'équivalent d'un salaire minimum mensuel, on est à l'abri d'aucune dérive, évidemment. Beaucoup de Mexicains tentent de profiter à la marge du tourisme en vendant. Après la pause. À tout de suite.